Clémence Moreau, 24 ans, vivait dans un petit studio au dernier étage d'un immeuble décrépit à Montreuil, en bordure de Paris. Chaque matin, bien avant que le soleil ne se lève, elle quittait l'appartement silencieusement, laissant derrière elle Élise, sa jeune sœur de 15 ans, encore endormie sous les couvertures fines. Depuis la mort accidentelle de leurs parents il y a 8 ans, Clémence avait endossé seule la responsabilité de leur minuscule famille. Aucun parent proche, aucun soutien. Juste les deux sœurs unies par une promesse silencieuse de survie. Son emploi de réceptionniste dans une entreprise technologique de renom située dans un immeuble vitré du 2e arrondissement représentait bien plus qu'un simple travail. C'était leur bouée de sauvetage. Chaque euro était compté, chaque dépense pesée. Clémence arrivait toujours avant tout le monde, saluait les premiers employés avec un sourire discret et une tasse de café déjà posée à la main. Le soir, elle éteignait les dernières lumières du hall, les paupières lourdes, mais la conscience tranquille. Elle ne comptait ni les heures, ni les sacrifices. Il n'y avait pas de place pour les rêves. Elle ne vivait pas, elle persistait. Dans les couloirs luisants de l'entreprise, Clémence était presque invisible. Courtoise, fiable, toujours en retrait. Elle savait exactement comment rester à sa place, comment éviter les conflits, comment être présente sans jamais déranger. Les cadres la croisaient sans vraiment la voir. Son nom n'était jamais cité dans les réunions, ni pour des félicitations, ni pour des plaintes. Elle existait en marge, dans l'ombre des grandes décisions. Et pourtant, sans elle, bien des choses ne tournaient pas rond. Élise, de son côté, oscillait entre la révolte adolescente et une admiration silencieuse pour sa sœur. Elle savait, à sa manière encore brouillonne, que Clémence portait un poids immense. Mais elle ne comprenait pas encore à quel point ce quotidien était exigeant. Clémence lui cachait la fatigue, les moments de découragement, les soirées à pleurer dans la salle de bain pour ne pas être entendue. Elle avait construit une routine solide comme un rempart. Travail, métro, maison, repas simples, devoirs de sa sœur, vaisselle, sommeil court, puis recommencer. Ce matin-là, la pluie tombait en rideaux sur les vitres de leur studio. Le réveil avait sonné à 6 heures, comme toujours, mais Clémence ne l'avait pas entendu, peut-être à cause de la migraine sourde qui battait ses tempes depuis la veille, peut-être simplement à cause de l'épuisement accumulé. Lorsqu'elle ouvrit enfin les yeux, le ciel était déjà plus clair que d'habitude. Un sursaut, puis un regard rapide à l'horloge posée sur la table de chevet. Il était presque 7 heures. Elle avait 30 minutes de retard sur son rituel, méticuleusement chronométré. Elle sauta du lit, s'habilla à la hâte, noua ses cheveux en un chignon approximatif et attrapa son sac en courant. Pas de petit déjeuner. Pas le temps de laisser un mot à Élise. En descendant les escaliers 4 à 4, elle sentit déjà l'angoisse lui nouer le ventre. Depuis qu'elle avait été embauchée, elle n'avait jamais été en retard. Pas une seule fois. Et ce matin-là, tout semblait conspirer contre elle. Les rues étaient inondées, les transports ralentis, les trottoirs glissants. Elle marcha vite, presque en courant, ses chaussures trempées, son manteau mal fermé. Son parapluie se retourna sous une bourrasque. Elle le jeta dans une poubelle sans réfléchir et continua sa course, le visage fouetté par la pluie. Elle passa devant la boulangerie du coin où l'odeur du pain chaud lui rappela cruellement qu'elle n'avait rien mangé. Elle jeta un œil à sa montre. 7h40. Si elle prenait le métro maintenant, elle arriverait juste à temps pour ouvrir la réception avant que les premiers employés n'entrent. Mais à peine eut-elle tourné l'angle de la rue menant à la station qu'elle s'arrêta net. Sur le trottoir, juste devant l'entrée du métro, un homme gisait. Il semblait désorienté, une main plaquée contre sa tempe, le visage à moitié dissimulé sous une capuche trempée. Les passants le contournaient sans un regard, pressés, absorbés par leur parapluie et leur emploi du temps. Certains ralentissaient un instant, puis reprenèrent leur marche, les yeux fixés ailleurs. Clémence hésita une fraction de seconde. La pluie s'intensifiait, et chaque minute de retard jouait contre elle. Mais quelque chose, un instinct peut-être, l'empêcha de continuer. Elle fit demi-tour et s'agenouilla à côté de l'homme. « Monsieur, vous m'entendez » demanda-t-elle, sa voix presque noyée par le bruit de la pluie. L'homme ouvrit lentement les yeux, confus. Il tenta de se redresser, mais une grimace de douleur traversa son visage. Clémence sortit immédiatement son téléphone et composa le numéro des urgences. Pendant qu'elle parlait à l'opérateur, elle ôta son écharpe pour la lui passer autour des épaules, cherchant à le réchauffer. Elle resta à ses côtés, tenant sa main glacée, répétant doucement que l'aide arrivait,
qu'il n'était pas seul. Les passants continuaient de défiler sans s'arrêter. Une femme secoua la tête, un homme lança un regard agacé. Mais Clémence ne bougea pas. Pas cette fois. Quand l'ambulance arriva enfin, elle expliqua brièvement ce qu'elle avait vu, ce qu'elle savait. Pas grand-chose en vérité. Les secouristes la remercièrent rapidement, puis emmenèrent l'homme, toujours semi-conscient, à l'intérieur du véhicule. Elle le regarda disparaître, trempée, frissonnante, le cœur battant encore à toute vitesse. Ce fut seulement à ce moment-là qu'elle réalisa l'heure. 8h20. Elle était irrémédiablement en retard. Et ce retard, elle le savait sans comprendre pourquoi, allait changer quelque chose. Peut-être même tout. Clémence pressa le pas après le départ de l'ambulance, les cheveux ruisselants, les vêtements collés à la peau, le cœur encore heurté par l'adrénaline de l'incident. Elle tenta de retrouver un semblant de calme alors qu'elle descendait les marches glissantes de la station de métro. L'air souterrain, moite et tiède, lui sembla presque étouffant après le froid mordant de l'extérieur. Ses pensées tourbillonnaient. Elle avait l'impression de ne pas être tout à fait revenue à elle, comme si cette scène étrange, cette main glacée qu'elle avait tenue, la suivait encore dans chacun de ses pas. Elle arriva au bureau à 8h52. Le hall brillait déjà sous les néons et les premiers cadres passèrent les portiques avec leurs badges en main. Clémence tenta de lisser rapidement ses cheveux avec les doigts, essuya l'eau de son manteau et entra, discrète comme toujours. Elle salua d'un signe de tête le vigile qui lui jeta un regard surpris. Il n'avait pas l'habitude de la voir arriver après lui. Elle passa par la salle de repos pour se changer, laissant son manteau trempé accroché à un cintre métallique, puis se rendit à l'accueil. Dès qu'elle s'assit, elle sentit les regards furtifs. 2 collègues du service RH, en train de discuter près de la machine à café, s'interrompirent à son passage. Une autre, en face, fronça les sourcils comme pour marquer une désapprobation silencieuse. Clémence ignora les signes, concentrée sur l'écran de son poste, réorganisant les rendez-vous déjà bousculés par son retard. Elle ne pouvait se permettre de laisser paraître le moindre écart, mais au fond d'elle, une inquiétude sourde avait commencé à naître. Ce n'était pas seulement le fait d'être arrivée en retard, c'était l'étrange froideur dans l'air, comme si l'on attendait qu'elle justifie quelque chose de bien plus grave. À midi, elle sortit pour acheter un sandwich, puis retourna s'asseoir à l'extérieur, sur un banc abrité. Le visage de l'homme blessé ne quittait pas son esprit. Il n'avait rien dit de clair, mais ses yeux. Il y avait dans son regard une détresse qui l'avait profondément troublé. Pas seulement la douleur physique, quelque chose de plus intime, plus ancien. Elle se surprit à espérer qu'il allait mieux, qu'il recevait les soins nécessaires, qu'il ne serait pas abandonné dans un hôpital impersonnel comme un inconnu sans nom. La journée se déroula lentement, trop lentement. Clémence ne parvenait pas à retrouver sa concentration habituelle. Elle se sentait comme une intruse dans son propre espace. À plusieurs reprises, elle crut entendre son nom prononcé dans des conversations qu'on interrompait dès qu'elle entrait dans une pièce. Elle tenta de se rassurer, de se dire qu'elle extrapolait, que tout cela n'était que le fruit de la fatigue accumulée, du stress d'une journée commencée dans la panique. Mais l'inconfort ne la quitta pas, même lorsque la pendule marqua 19h30 et qu'elle put enfin quitter son poste. Elle rentra chez elle sans un mot, traînant les pieds, son sac lourd sur l'épaule. À la maison, Élise l'attendait, les écouteurs dans les oreilles, les devoirs à moitié faits. Clémence lui offrit un sourire fatigué, puis se réfugia dans la salle de bain, laissant l'eau brûlante couler sur elle plus longtemps que d'habitude. Sous la douche, elle revécut la scène du matin, le froid du trottoir, le souffle faible de l'homme, sa main dans la sienne. Le lendemain matin, elle se leva plus tôt encore, décidée à effacer toute trace de l'anomalie de la veille. Cheveux attachés, tenue impeccable, elle quitta l'appartement avant 6h30. Le trajet fut fluide, aucun incident. Elle arriva devant l'immeuble à 7h10, comme à son habitude, badgea à l'entrée et prit place derrière le comptoir d'accueil. Une tasse de thé fumante à portée de main, elle s'installa comme si rien ne s'était passé. Mais à 9h12, un courant d'air froid accompagna l'ouverture des grandes portes vitrées. Elle leva les yeux, polie, prête à accueillir un visiteur. Un homme en costume gris anthracite entra, suivi de 2 agents de sécurité. Il ne souriait pas. Il ne s'arrêta pas non plus à l'accueil. Il alla directement vers les ascenseurs, mais son regard effleura celui de Clémence à son passage. Un regard dur, méthodique. Elle ressentit une étrange crispation dans l'estomac.
Quelques minutes plus tard, le téléphone interne sonna. C'était une voix du service RH, neutre mais insistante. On lui demandait de monter immédiatement au 7e étage, sans explication. Clémence obéit, le cœur battant à tout rompre. Jamais elle n'était montée à cet étage sans invitation formelle. Elle emprunta l'ascenseur en silence, entourée d'un silence encore plus oppressant que la veille. Lorsqu'elle arriva, la porte du bureau était ouverte. 2 personnes l'attendaient. La responsable des ressources humaines, une femme sèche nommée Madame Delacour, et un autre homme qu'elle ne connaissait pas. Pas de sourire, pas d'introduction. Ils lui demandèrent de s'asseoir, puis, sans détour, lui annoncèrent que son contrat prenait fin immédiatement. Motif, conduite inappropriée pendant ses heures de travail. Clémence, abasourdie, ouvrit la bouche pour demander des explications. Quel fait? Quelle conduite? Mais ses paroles furent ignorées. Madame Delacour lui tendit un dossier avec les documents de résiliation déjà préparés. Le ton était glacial, administratif, pas d'empathie, pas de place pour la discussion. Clémence signa, incapable de faire autrement, les mains tremblantes. Lorsqu'elle ressortit, ses affaires déjà empaquetées dans une boîte en carton, elle croisa plusieurs collègues qui détournèrent le regard. Aucun ne lui adressa la parole. Aucun ne lui demanda ce qui s'était passé. Elle descendit l'ascenseur en silence, le carton serré contre elle, puis sortit dans la rue, hébétée, incapable de comprendre. Ce n'était pas juste. Elle le savait. Et pourtant, tout s'était passé avec une telle précision, un tel détachement, qu'elle doutait même de sa propre perception. Elle marcha sans but à travers les rues de Paris, jusqu'à ce que ses pieds lui fassent mal. Quand elle arriva enfin chez elle, Élise n'était pas encore rentrée. Clémence déposa le carton sur la table, s'assit devant et resta là longtemps, sans bouger. Elle n'avait rien fait de mal. Elle avait aidé un homme en détresse. Elle avait simplement fait ce qu'il fallait. Et cela avait suffi pour qu'on la punisse. Vers 17 heures, alors que le ciel s'assombrissait de nouveau, son téléphone vibra. Un numéro inconnu s'affichait à l'écran. Elle hésita. L'envie de rejeter l'appel était forte. Mais quelque chose, cette même impulsion qui l'avait poussée à s'arrêter sur le trottoir, la força à répondre. « Allô » demanda-t-elle, la voix plus sèche qu'elle ne l'aurait voulu. Au bout du fil, une voix d'homme, calme, posée, répondit simplement « Merci de m'avoir aidé ce matin-là. Vous m'avez probablement sauvé la vie. » Clémence se figea. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle aussitôt. Mais la voix n'apporta pas de nom, seulement une invitation. « Je veux vous rencontrer. Demain. À 10 heures. Au café Les Deux Atlas dans le quartier latin. » Elle voulut refuser. Elle sentit l'alerte monter en elle, tous ses instincts lui criant de raccrocher. Mais la voix ajouta, avant qu'elle ne puisse dire un mot, « Je ne peux pas expliquer maintenant, mais je vous en prie, venez, je vous dois bien plus que vous ne le pensez. » Puis la ligne coupa. Clémence resta là, téléphone en main, le cœur à nouveau en désordre. Elle n'avait aucune certitude, rien d'assuré. Mais elle savait qu'elle irait. Le matin suivant, Clémence se réveilla bien avant l'heure habituelle, comme si son corps s'était préparé à l'imprévu. Elle resta un long moment assise sur le bord du lit, les pieds nus sur le parquet froid, les yeux fixés sur le mur face à elle. Élise dormait encore, paisible dans la petite pièce voisine, inconsciente du bouleversement silencieux qui s'était abattu sur leur quotidien. Clémence se leva, prépara le petit déjeuner pour 2 comme chaque jour, mais sans appétit, sans mouvement inutile. Chaque geste semblait être une tentative d'ignorer ce qu'elle savait déjà. Elle n'avait plus de travail, plus d'horaire à respecter, plus de rôle à jouer dans cette routine qui la maintenait en équilibre depuis des années. À 9h10, elle était déjà devant le café Les Deux Atlas, situé à l'angle d'une rue pavée bordée de platanes jaunis par l'automne. Elle avait pris le métro sans y penser, comme un fantôme revenant sur ses propres pas. Le ciel était couvert, la lumière grise, indécise. Elle hésita devant la façade, le cœur battant à l'idée que tout cela puisse être une mauvaise farce ou, pire encore, une erreur de jugement. Mais quelque chose, un reste de dignité peut-être, l'empêcha de faire demi-tour. Elle poussa la porte et entra. L'endroit était presque vide. Quelques étudiants lisaient à des tables isolées. Une serveuse essuyait machinalement des verres derrière le comptoir. Clémence s'approcha lentement, balayant la salle du regard. C'est alors qu'elle le vit. Assis dans un coin discret, dos au mur, un homme en veste sombre la fixait. Lorsqu'il se leva pour l'accueillir, elle sentit son estomac se contracter. Elle connaissait ce visage.
Pas personnellement, mais il lui était familier, trop familier. C'était lui, l'homme de la veille. Mais pas seulement cela, c'était Vincent Lefebvre. Clémence n'eut même pas besoin de vérifier. Les traits du visage, la posture, la voix grave lorsqu'il lui dit « Bonjour, merci d'être venu ». Tout confirmait ce qu'elle redoutait en silence. Vincent Lefebvre n'était pas un inconnu. Il était le directeur général de l'entreprise où elle avait travaillé pendant 3 ans. Le visage de toutes les campagnes de communication, l'invité régulier des émissions économiques, le patron adulé et craint, celui qu'elle n'avait jamais rencontré en personne, mais dont la photo ornait l'entrée du siège. Elle resta figée, incapable de masquer sa stupeur. « Je sais ce que vous pensez, dit-il calmement, mais ce n'est pas ce que vous croyez. » Elle resta debout, sans répondre. « Asseyez-vous, je vous en prie, » ajouta-t-il. Clémence s'assit lentement, les yeux toujours fixés sur lui. Le silence qui suivit fut lourd. Il ne cherchait pas à se justifier. Il semblait fatigué, pâle, bien loin de l'image lisse et contrôlée qu'elle avait toujours vue de lui. « Vous m'avez trouvé dans la rue, » commença-t-il. « Je venais de faire un malaise. J'étais seul, sans téléphone, sans papier. Personne ne s'est arrêté, sauf vous. » Il s'interrompit, observant sa réaction. « Vous m'avez sauvé la vie, » répéta-t-il avec lenteur. « Et le plus ironique, c'est que je ne savais même pas qui vous étiez. » Clémence déglutit, incertaine. Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi un homme aussi influent qu'il l'était aurait besoin de se cacher, encore moins de l'inviter ici, dans un lieu anonyme, sans explication claire. « Vous saviez que je travaillais dans votre entreprise ?» demanda-t-elle enfin. Il hocha lentement la tête. « Je l'ai su après. Je ne vous ai pas reconnu immédiatement. Ce n'est qu'en parlant à mon assistante, en consultant les dossiers, que j'ai compris, et que j'ai appris ce qui vous était arrivé. » Le silence revint, coupé seulement par le bruit discret des tasses dans le fond du café. « J'ai été licenciée, » dit-elle froidement, sans aucune explication valable, sans aucun avertissement. « Vous saviez ça aussi ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il sembla peser ses mots, comme s'il cherchait une façon précise de dire les choses. « Je n'ai pas encore remis les pieds dans l'entreprise depuis plusieurs jours. Personne ne sait que j'ai eu ce malaise. On m'a écarté temporairement, sous prétexte que j'avais besoin de repos. En réalité, certains membres du conseil d'administration en ont profité pour tenter de me neutraliser. » Clémence fronça les sourcils, toujours méfiante. « Et mon renvoi? Quel rapport ?» Il la regarda avec une intensité nouvelle. « Voilà ce que je tente de comprendre. Vous êtes devenue une variable gênante, une anomalie. Quelqu'un a vu en votre retard un prétexte, un incident à exploiter. Et comme vous n'aviez aucun appui interne, il a suffi d'un signal, d'un mot. » Elle resta un moment silencieuse. Tout cela paraissait invraisemblable. Pourtant, il y avait dans son ton une sincérité brute qui rendait difficile d'en douter complètement. « Pourquoi me dire tout cela ?» demanda-t-elle. Vincent se pencha légèrement. « Parce que je veux savoir qui vous êtes réellement. Vous avez fait ce que très peu auraient fait, sans attendre quoi que ce soit en retour. Et vous avez été puni pour ça. Je ne peux pas corriger ce qui a été fait, pas encore. Mais je veux comprendre, et je veux vous offrir une autre opportunité, différente. » Clémence le fixa incrédule. « Une opportunité ?» Il acquiesça. « Je vous proposerai bientôt quelque chose, mais pas maintenant. Pas dans ces conditions. Il y a encore trop de regards, trop de gens à l'intérieur qui agissent dans l'ombre. Si je vous intègre à nouveau dans l'entreprise de manière visible, ils s'en prendront à vous plus violemment. Ce que je vous propose, c'est autre chose. Un test. Une manière de travailler ensemble dans l'ombre, en observant, en comprenant. » Elle voulut répondre, mais il leva la main. « Pas maintenant, réfléchissez, je vous recontacterai. Et lorsque je le ferai, vous serez libre de dire non. » Il se leva, sortit une carte de visite de sa poche et la posa sur la table. Il n'y avait pas son nom. Juste un numéro, une adresse mail et une mention discrète. Projet LUX confidentiel. Puis, sans un mot de plus, il quitta le café, laissant Clémence seule, les doigts posés sur la carte, le souffle court, sans comprendre comment, en l'espace de 2 jours, sa vie avait basculé dans une direction qu'elle n'avait jamais envisagée. Clémence passa le reste de la journée enfermée dans son studio, assise face à la fenêtre ouverte sur les toits gris de Montreuil. Le vent de novembre traversait les interstices du cadre, apportant avec lui une fraîcheur tranchante, mais elle ne bougeait pas. La carte posée sur la table semblait la narguer, discrète et muette. Projet LUX.
Elle avait retourné cette carte au moins 20 fois, vérifié le numéro, relu la mention confidentielle comme si elle finirait par livrer un sens caché. Mais il n'y avait rien d'autre, juste cette invitation suspendue, comme une promesse vide ou un piège soigneusement emballé. Élise était rentrée plus tôt du lycée ce jour-là, inquiète de trouver sa sœur à la maison, en pleine semaine, sans explication. Clémence n'avait pas eu la force de tout raconter. Elle avait simplement dit qu'elle prenait quelques jours, que tout allait bien, que c'était temporaire. La réponse n'avait pas convaincu, mais Élise avait hoché la tête par réflexe ou fatigue. Elles avaient dîné en silence, chacune plongée dans ses propres pensées. Après le repas, Clémence s'était enfermée dans la cuisine, les mains posées à plat sur la table, comme pour y puiser une forme de stabilité. Elle ne savait pas ce qu'elle ressentait. Une colère froide? Une angoisse floue? De la suspicion? Peut-être tout cela à la fois. Ce qui la perturbait le plus, ce n'était pas d'avoir été licenciée sans explication, ni même le fait que Vincent Lefebvre en personne l'ait reconnue et contactée. Non. Ce qui la troublait profondément, c'était la sensation d'avoir été choisie sans le vouloir pour un jeu dont elle ne connaissait ni les règles ni les conséquences. Le lendemain, elle tenta de reprendre une routine, se leva à la même heure que d'habitude, prépara le petit déjeuner pour Élise, sortit jeter les poubelles, nettoya l'appartement d'un geste mécanique. À 11 heures du matin, son téléphone vibra. C'était un numéro inconnu. Encore. Elle hésita un instant, puis décrocha. Clémence Moreau. Elle reconnut la voix immédiatement. C'était lui. Vous avez reçu la carte? Elle s'appuya contre le plan de travail, la main crispée sur le téléphone. Oui, je l'ai vu, mais je ne comprends pas. Vous n'avez rien dit d'objectif, aucune proposition concrète. Et je ne suis pas certaine de vouloir être mêlée à ça. Il y eut un silence de quelques secondes avant qu'il ne réponde. Je comprends. C'est pourquoi je ne vais rien vous demander maintenant. Je vous propose simplement un rendez-vous, un entretien. Un vrai, pas dans un café cette fois. Elle sentit son cœur s'accélérer. Où? Dans un lieu neutre, un espace de coworking dans le 16e arrondissement. Discret, sans lien direct avec l'entreprise. Je vous envoie l'adresse par message. Vous pourrez poser toutes vos questions, et rien ne vous engage à accepter quoi que ce soit. Vous êtes en train de contourner votre propre système. Je suis en train de comprendre qui veut l'abattre, répondit-il calmement. Et pour ça, j'ai besoin de m'éloigner des circuits habituels. Il raccrocha sans autre mot, et quelques secondes plus tard, elle reçut un message, avec une adresse précise, un code d'entrée, et l'indication d'un bureau au fond du couloir. Clémence passa la journée à hésiter. Elle fit des recherches sur le lieu en question. Un ancien atelier transformé en espace partagé, fréquenté surtout par des start-up, des consultants et des créateurs indépendants. Rien d'anormal à première vue. Pourtant, elle n'arrivait pas à se débarrasser de l'impression d'entrer dans un jeu qui la dépassait. Le lendemain matin, vêtue simplement mais avec soin, elle prit le métro, descendit à Michel-Ange, Auteuil, et marcha jusqu'au bâtiment discret mentionné dans le message. Le digicode fonctionna. L'intérieur était calme, silencieux, presque vide. Elle traversa un couloir étroit et trouva la porte indiquée. Elle frappa. C'est Vincent qui ouvrit. Il l'invita à entrer sans cérémonie. Le bureau était sobre, une table en bois clair, 2 chaises, un ordinateur portable fermé, une bouteille d'eau. Il lui désigna une place et s'assit en face. « Merci d'être venu, dit-il. » Clémence ne répondit pas immédiatement. Elle l'observa, cherchant des signes de manipulation, de jeu, mais il semblait sincère, fatigué aussi. « Commençons par la vérité, dit-elle. »« Pourquoi moi ?» Vincent pencha légèrement la tête. « Parce que vous avez fait ce que la plupart de mes collaborateurs n'osent plus faire, agir par conviction, sans calcul. Ce genre de comportement ne passe pas inaperçu. Et quand j'ai vu que vous aviez été licencié sans qu'on m'en informe, j'ai compris qu'on essayait de dissimuler quelque chose. » Clémence inspira profondément. « Et vous voulez que je fasse quoi exactement ? Travailler avec moi, de manière officieuse pour commencer, sur un projet interne qui n'est pas encore public. Vous serez sous un autre nom, avec un statut temporaire. Vous observerez. Vous ferez partie d'une équipe réduite, sans lien hiérarchique direct avec les personnes qui vous ont fait du tort. Et si on me reconnaît ? Personne n'ose remettre en question mes décisions directes, surtout dans un projet confidentiel. » Il sortit une pochette de son sac et la posa devant elle. À l'intérieur, un badge, une autorisation temporaire,
une documentation sommaire sur le fameux projet Luxe. Il ne s'agissait pas d'un poste de réception ou d'un emploi administratif. C'était un projet transversal sur la qualité de vie au travail, piloté en parallèle des services officiels, avec pour objectif de repenser les structures internes. Vous ne serez pas visible, pas tout de suite. Vous observerez, vous apprendrez, et vous me direz ce que vous voyez. Vous me demandez de jouer l'espionne? Il sourit, mais sans amusement. Je vous demande d'être vous-même et de m'aider à voir ce que, de l'intérieur, on ne voit plus. Clémence resta longtemps silencieuse. Elle sentait en elle la peur, le doute, mais aussi une pointe d'espoir qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « D'accord », finit-elle par dire. « J'accepte. Temporairement. Pour voir. »« C'est tout ce que je demande », conclut Vincent. Elle ressortit du bureau, la pochette sous le bras, consciente que ce simple mot, « d'accord », allait l'entraîner dans un monde qu'elle pensait avoir quitté pour de bon. Clémence passa le week-end qui suivit à relire les documents confiés par Vincent. Elle s'était enfermée dans le silence de son studio, entre les devoirs d'Élise et les bruits lointains de la rue, tentant de comprendre l'ampleur du projet dans lequel elle s'était engagée. Le dossier ne donnait pas tous les détails. Il s'agissait d'un programme pilote lancé quelques mois plus tôt, sous l'égide directe du président, avec un objectif clair: repenser l'organisation interne, identifier les blocages humains, analyser les tensions invisibles entre les différents services. Tout était structuré pour contourner les circuits traditionnels, comme si l'on cherchait à créer un double système au sein même de l'entreprise. Le nom l'UX n'était pas anodin. Il évoquait la transparence, la clarté, mais aussi l'idée de lumière sur ce qui restait caché. Clémence n'était pas dupe. Ce projet, bien que présenté comme neutre, portait en lui une mission bien plus précise: exposer ce que la direction générale refusait de voir ou ne savait plus voir. Elle ne savait pas encore pourquoi Vincent l'avait intégré, ni ce qu'il attendait exactement de son rôle, mais elle comprenait que sa position, en marge, sans lien officiel, sans historique managérial, lui donnait un point de vue unique. Et c'était précisément ce regard neuf qu'il semblait vouloir exploiter. Le lundi matin, elle se présenta à l'adresse indiquée sur sa feuille de mission. Il s'agissait d'un bâtiment secondaire, à quelques rues du siège principal, utilisé jusque-là pour des formations ou des projets temporaires. À l'intérieur, une équipe réduite l'attendait. Personne ne posa de questions sur son arrivée. Le responsable du programme, un certain Mathias Delorme, lui remit un badge provisoire et lui montra un petit espace de travail dans un open space partagé avec 6 autres personnes. Les présentations furent brèves, cordiales, sans curiosité excessive. Pour les autres, elle n'était qu'une recrue temporaire de plus, venue en renfort d'un projet RH expérimental. Pendant les premiers jours, Clémence se contenta d'observer. Elle assistait aux réunions, prenait des notes, parcourait les rapports internes et les évaluations anonymes des collaborateurs. Elle découvrit des chiffres inquiétants: taux d'absentéisme élevé dans certains services, rotations anormales dans d'autres et surtout une accumulation de plaintes informelles jamais traitées. La façade publique de l'entreprise, innovante, inclusive, moderne, masquait une réalité bien plus rugueuse. Elle comprit vite que les services les plus anciens, ceux où régnaient encore des pratiques rigides et opaques, étaient aussi les plus hostiles à ce genre d'audit discret. Mais ce fut au 3e jour que tout bascula. Alors qu'elle finissait d'archiver des données sur une plateforme interne, une alerte de notification apparut en haut de son écran. Elle cliqua machinalement, sans s'attendre à grand-chose, mais figea en voyant ce qui s'affichait. Un article venait d'être publié sur le portail de l'entreprise, annonçant le retour progressif de Vincent Lefebvre à la tête de ses fonctions, après un retrait médical de plusieurs semaines. L'article était accompagné d'une photo officielle, une de celles qu'on utilisait pour la communication externe. Mais sous l'article, les commentaires internes, normalement modérés, avaient été brièvement ouverts par erreur. Et ce qu'elle lut la fit frissonner. Certains saluaient son retour, d'autres, de façon plus détournée, exprimaient leur surprise ou leur inquiétude. Mais ce qui retint surtout son attention, ce fut une série de messages cryptiques, anonymes, effacés rapidement, mais encore visibles via le cache interne du système. Une phrase revenait plusieurs fois, légèrement modifiée. « L'homme de la rue est revenu. Même tombé, il reste un danger. Certains auraient préféré qu'il ne se relève pas. » Elle comprit alors 2 choses. D'abord, que son intervention ce matin pluvieux avait eu bien plus d'impact qu'elle ne l'imaginait.
Ensuite, que certains au sein même de la direction voyèrent le retour de Vincent comme une menace réelle. Il n'était pas seulement un patron affaibli par des ennuis de santé, il était un obstacle pour ceux qui avaient goûté à l'idée d'un pouvoir sans contrepoids. Clémence fit une copie des commentaires, par précaution, puis reprit son travail. Mais son regard avait changé. Ce qu'elle croyait être un simple projet d'observation devenait un terrain miné, et elle en faisait partie. Ce fut ce jour-là aussi qu'elle croisa dans la cafétéria commune une figure qu'elle connaissait de nom, Solène Marchand, directrice des opérations. Une femme élégante, au ton sec, à la réputation d'être redoutable. Clémence n'avait jamais eu affaire à elle directement durant ses années comme réceptionniste. Pourtant, en croisant son regard, elle sentit immédiatement une tension sourde. Solène la dévisagea brièvement, puis tourna les talons sans un mot. Ce geste insignifiant en apparence laissa chez Clémence une impression tenace. Elle ne savait pas encore pourquoi, mais elle sentait que cette femme jouait un rôle central dans ce qui s'était passé, et probablement dans ce qui allait suivre. Les jours suivants confirmèrent son intuition. À mesure que Clémence s'installait dans le projet LUX, elle remarquait une série d'obstacles subtils, des demandes floues, des documents qui disparaissaient, des rendez-vous annulés à la dernière minute. Personne ne l'accusait directement de quoi que ce soit, mais des tensions se faisaient sentir dès qu'elle intervenait dans certaines analyses. Lorsqu'elle tenta d'accéder à un ancien rapport sur les mouvements du personnel, son compte fut temporairement bloqué, sous prétexte de vérification d'accès. Mathias Delorme s'excusa, parla d'un problème technique, mais son malaise trahissait autre chose. Un soir, alors qu'elle classait des fichiers restants, Vincent lui envoya un message bref. « Ne reculez pas, continuez à observer. Je vous contacte ce week-end. » Clémence répondit d'un simple « d'accord », mais en elle, la tension montait. Elle ne doutait pas que quelque chose se tramait au plus haut niveau. Elle ne savait pas encore si elle était un pion, un levier ou un fusible, mais elle savait qu'elle n'était plus invisible. Et ce simple fait changeait tout. Vincent Lefebvre n'avait jamais été un homme qu'on voyait souvent dans les couloirs. Même à l'époque où il dirigeait activement l'entreprise, il se déplaçait peu, apparaissant lors de grandes réunions, d'événements institutionnels ou à travers des messages vidéo enregistrés dans des studios internes. Pourtant, depuis son retour discret, les rumeurs circulaient comme une traînée de poudre. Il avait été malade, disaient certains. D'autres parlaient d'un burn-out profond, d'une rupture nerveuse, voire d'un effondrement total de ses facultés décisionnelles. Rien n'était clair. Tout le monde savait qu'il n'était plus là, mais personne ne connaissait la vraie raison. C'était précisément cette opacité que Clémence allait, malgré elle, commencer à percer. Le week-end suivant, comme promis, Vincent la contacta. Cette fois, ce ne fut ni un appel, ni un message impersonnel. Il l'attendait dans un bureau discret, au même espace de travail partagé où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. L'ambiance y était feutrée, presque intime, sans luxe ostentatoire. Juste une table, 2 chaises, une lampe de bureau et un épais dossier posé à plat. Il se leva à son arrivée, lui tendit la main, puis l'invita à s'asseoir face à lui. Ses traits étaient tirés, mais son regard avait retrouvé une certaine clarté. Il avait quelque chose à dire, et il comptait bien le faire sans détour. « Il est temps que vous compreniez pourquoi je vous ai vraiment appelé », dit-il en ouvrant le dossier. « Ce que vous avez vu jusqu'ici n'est qu'une surface, une couche de dysfonctionnement. Mais ce qui se passe en profondeur est bien plus structuré. » Clémence resta silencieuse, attentive. Vincent sortit plusieurs feuilles de papier, les étala devant elle. Rapports médicaux, courriels imprimés, extraits de comptes rendus internes. Il lui laissa le temps de lire avant de reprendre. « L'année dernière, j'ai commencé à ressentir une fatigue inhabituelle. Je me réveillais sans énergie, incapable de me concentrer plus d'1 heure. Je mettais cela sur le compte de la pression, des horaires, des responsabilités. Mais très vite, ce sont les pertes de mémoire qui sont arrivées. Des absences, des trous noirs pendant des réunions, et surtout une perte de contrôle sur mes décisions. » Il se redressa légèrement, les mains croisées sur la table. « J'ai consulté des spécialistes. Ils ont conclu à un épuisement profond, une forme sévère de burn-out. L'un d'eux m'a dit que si je ne m'arrêtais pas, je finirais par perdre tout discernement. Alors j'ai décidé de me retirer temporairement. Officiellement, c'était une pause santé. Officieusement, c'était une tentative de survie. » Il marqua une pause, le regard plongé dans le vide quelques secondes. « Ce que je n'avais pas anticipé, c'est que mon absence
allait devenir une opportunité pour d'autres. Solène Marchand, entre autres. Elle a vu dans mon repli une ouverture. Petit à petit, elle a pris plus de place. Pas frontalement. Elle est trop intelligente pour ça. Elle a placé ses gens, orienté les décisions, modifié certains circuits d'autorité. Et surtout, elle a commencé à verrouiller l'accès à certaines informations. Clémence se souvenait de ce regard froid, de cette façon de l'ignorer comme si elle n'existait pas. Maintenant, les pièces commençaient à s'assembler. Ce n'était pas seulement un conflit de pouvoir. C'était une réorganisation silencieuse, profonde, calculée. Quand j'ai voulu reprendre contact avec les équipes, continua Vincent, j'ai découvert que plusieurs personnes clés avaient été écartées, certaines invitées à partir, d'autres mises au placard. Et puis, il y avait des cas comme le vôtre, des licenciements sans fondement, mais toujours justifiés par des comportements déviants, des problèmes de compatibilité. C'était une purge douce, mais efficace. Il pointa un document sur la table. Votre renvoi n'était pas une erreur. Il s'inscrit dans une logique de contrôle. Vous êtes arrivé en retard une seule fois pour une bonne raison. Mais dans un système en train de se refermer, ce genre d'écart est une faille à exploiter. Vous êtes devenu un exemple silencieux. Voilà ce qui arrive à ceux qui sortent du cadre. Clémence sentit une colère froide monter en elle. Elle n'avait jamais cherché à comprendre pourquoi on l'avait licenciée. Elle avait accepté, par résignation, que les règles du monde professionnel soient parfois injustes. Mais entendre cela ici, mis à plat, organisé, structuré, était une autre réalité. Elle n'avait pas été victime d'une erreur. Elle avait été ciblée. Et maintenant ? Demanda-t-elle. Que comptez-vous faire ? Vincent la fixa un instant. Ce que je ne pouvais pas faire seul. Je reprends progressivement mes fonctions, mais je suis surveillé. Toute décision prise directement par moi est scrutée, analysée, parfois bloquée. Alors j'ai besoin d'informations que je ne peux pas obtenir par les circuits traditionnels. Et j'ai besoin de gens comme vous. Pas des exécutants, mais des observateurs lucides. Des personnes sans dette ni ambition politique, capables de voir ce que les autres ne voient plus. Il sortit un petit carnet, griffonna un nom, une date, une salle de réunion. La semaine prochaine, il y aura une présentation interne du projet LUX devant une délégation de directeurs. Officiellement, vous serez présente pour prendre des notes. Officieusement, vous observerez leurs réactions. Notez les regards, les silences, les mots utilisés. Chaque détail compte. Car c'est dans ces failles que se glissent les vraies intentions. Clémence acquiesça sans mots. Elle comprenait mieux ce qu'on attendait d'elle. Elle n'était plus une simple assistante temporaire. Elle était devenue les yeux d'un homme revenu du silence, déterminé à reprendre le contrôle de ce qu'il avait failli perdre. Sur le chemin du retour, elle ne sentit ni peur ni hésitation. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait une place, un rôle qui n'était pas celui d'une figurante silencieuse. Elle n'avait pas choisi cette situation, mais maintenant qu'elle y était, elle comptait bien en faire quelque chose de réel. Et surtout, elle n'était plus prête à se taire. La réunion était prévue pour le jeudi suivant à 10h30 dans une salle vitrée du 5e étage du bâtiment principal. Vincent lui avait précisé qu'elle y serait officiellement assignée comme soutien logistique pour le projet LUX, mais que son vrai rôle serait d'observer. Il avait insisté sur l'importance du silence, de l'écoute et de la précision. Il ne s'agissait pas de prendre parti ni d'entrer dans des discussions, mais de comprendre ce qui se jouait derrière les mots, dans les regards, dans les gestes imperceptibles des cadres réunis. Clémence passa les jours précédents à se préparer. Elle étudia à nouveau les structures internes, relut les profils de ceux qui seraient présents, directeurs de pôle, chefs de division, membres du comité stratégique, quelques consultants extérieurs soigneusement choisis. Solène Marchand serait là. Rien qu'à cette idée, Clémence sentit la tension lui traverser les épaules. Elle savait que cette femme ne la reconnaîtrait peut-être pas immédiatement, mais elle se doutait que sa présence finirait par déranger, peu importe sa discrétion. Le jour venu, elle arriva 1 heure en avance, vêtue d'un tailleur sobre, les cheveux attachés en queue de cheval basse, badge provisoire autour du cou. Elle s'installa dans la salle, vérifia les documents à distribuer, connecta les supports de présentation, puis s'effaça dans un coin à côté de la porte. Elle avait placé un carnet sur ses genoux, stylo prêt, visage fermé. À 10h28, les premiers cadres commencèrent à entrer. Les discussions étaient feutrées, les voix basses, les sourires mesurés. Un parfum d'enjeu palpable flottait dans l'air.
Vincent entra le dernier. Il serra quelques mains, hocha la tête, mais ne fit aucun discours d'ouverture. Ce fut Mathias Delorme qui prit la parole, présentant les grandes lignes du projet, ses objectifs, ses méthodologies, les premiers constats. Clémence observait. Les regards étaient concentrés, mais certains trahissaient une forme de prudence. 2 directeurs se consultaient à chaque information un peu sensible. Un autre hochait la tête avec exagération, sans même écouter. Solène, assise au centre de la table, tenait un stylo entre les doigts, mais ne prenait aucune note. Elle croisait parfois les bras puis les relâchait, comme pour contenir une impatience mal déguisée. Lorsque l'on présenta les axes critiques identifiés, mauvaise communication transversale, surcharge hiérarchique, isolement de certains services, plusieurs regards se tournèrent vers elle. Clémence ne broncha pas. Elle fixait l'écran, notait à intervalles réguliers, sans réagir à cette soudaine attention. Puis, au détour d'une phrase de Mathias sur la nécessité d'un audit indépendant des conditions de travail dans les services opérationnels, Solène prit enfin la parole. « Je m'excuse, mais je ne vois pas bien en quoi ce genre d'analyse nous aide à avancer. Les collaborateurs se plaignent toujours. Leur ressenti n'est pas forcément un indicateur de dysfonctionnement. Nous avons des indicateurs de performance positifs et les résultats du dernier trimestre sont excellents. Il faut faire attention à ne pas créer une culture de la plainte. » Le ton était posé, mais ferme. Plusieurs hochèrent la tête. Vincent ne dit rien. Clémence nota cette phrase mot pour mot. 1 heure plus tard, la réunion se conclut sans incident. Mais la tension était montée d'un cran. Lorsque tout le monde sortit, Vincent lui adressa un bref regard en passant, à peine perceptible. Clémence rangea ses affaires lentement, laissant passer le flux de cadres quittant la salle. Mais alors qu'elle franchissait à son tour la porte, une voix la retint. « Vous êtes nouvelle, n'est-ce pas ?» Elle se retourna. Solène Marchand se tenait là, son sac à la main, le regard perçant. « Oui, » répondit Clémence avec neutralité. « Je suis en soutien temporaire sur le projet Luix. »« Temporaire ?» répéta Solène, comme si le mot la dérangeait. « Et vous étiez réceptionniste, il me semble ?» Clémence la fixa, surprise que son identité ait été démasquée si rapidement. « Exact, » confirma-t-elle. Solène la détailla un instant, puis sourit légèrement, un sourire sans chaleur. « Intéressant. Le projet Luxe recrute vraiment partout maintenant. » Et elle s'éloigna. Clémence ne répondit rien. Mais elle comprit que les choses allaient se compliquer. Le masque d'anonymat qu'elle portait jusque-là venait de tomber. Elle n'était plus invisible. Le soir même, elle reçut un message de Vincent. Bien noté. On avance. Le lendemain, elle fut conviée dans un bureau discret du 9e étage, un espace peu fréquenté, utilisé pour des sessions de travail confidentielles. Vincent l'attendait, mais cette fois, il n'était pas seul. Une femme, la quarantaine, tailleur sobre, lunettes carrées, était assise en face de lui. Il fit les présentations. « Clémence, voici Marianne Borel. Elle est en charge de la cellule de veille interne. Très peu de gens savent que cette cellule existe. » Clémence hocha la tête, intriguée. Marianne coordonne l'analyse des incidents internes non signalés officiellement. Fuite, conflits larvés, harcèlement dissimulé, licenciements douteux. Nous croisons nos données avec celles du projet Luix, expliqua Marianne. Votre présence a mis en lumière certains cas que nous avions du mal à relier. Depuis que vous avez intégré l'équipe, nous avons reçu 3 signalements de comportements hostiles similaires à ce que vous avez vécu. Des personnes isolées, licenciées sans raison claire, toujours après avoir dérangé une chaîne hiérarchique précise. Vincent laissa passer un silence. « Je veux que vous travailliez désormais en binôme avec Marianne. Officiellement, vous restez sur Luix. Officieusement, vous allez mener des entretiens discrets avec d'anciens collaborateurs que nous avons identifiés. » Clémence écoutait, en silence. Elle comprenait que ce qu'on lui demandait allait au-delà d'un rôle d'observatrice. Elle entrait désormais dans une logique d'enquête. Et chaque parole récoltée, chaque nom croisé, chaque événement analysé allait peser dans une reconstruction plus vaste. Elle accepta sans réserve. « Une dernière chose, » ajouta Vincent. « Vous n'êtes pas une infiltrée. Vous êtes un témoin. Votre loyauté ne m'est pas due. Elle est due à la vérité. Si vous découvrez des choses qui me concernent, je veux que vous les traitiez de la même manière. » Cette déclaration la surprit, mais confirma aussi ce qu'elle percevait de plus en plus. Vincent n'était pas dans une logique de vengeance personnelle.
Il voulait comprendre ce qu'était devenue l'entreprise qu'il avait fondée. Et pour cela, il était prêt à remettre en cause ses propres décisions passées. Clémence sortit du bureau avec une nouvelle mission en tête. Elle n'était plus seulement une employée temporaire. Elle devenait la mémoire vive d'un système malade. Et chaque jour désormais comptait. Les premières semaines de collaboration entre Clémence et Marianne Borel furent intenses. Elles mirent en place une méthode de travail rigoureuse et discrète. Chaque jour, Clémence poursuivait ses tâches officielles dans le cadre du projet Luxe. Réunions, analyse de dossiers RH, synthèse de rapports internes. Mais en parallèle, elle consacrait plusieurs heures à des entretiens confidentiels avec d'anciens employés ou collaborateurs isolés. Ces personnes étaient souvent difficiles à joindre. Certaines refusaient tout contact, par peur de représailles ou simple lassitude. D'autres acceptaient à condition de rester anonymes et de se retrouver en dehors des locaux de l'entreprise. Chaque rencontre apportait une pièce supplémentaire à un puzzle dont les contours devenaient de plus en plus inquiétants. Ce qui émergeait au fil des récits n'était pas une série d'événements isolés, mais un schéma. Dans chaque cas, la personne concernée avait été évincée après avoir soulevé un problème précis. Surcharge de travail, discrimination, pratiques managériales abusives, erreurs comptables dissimulées. Le schéma était presque toujours identique. Une remarque lors d'une réunion, un rapport critique envoyé à la mauvaise personne, et tout s'enchaînait. Le collaborateur était isolé, ses tâches redistribuées, ses accès informatiques réduits, jusqu'à ce qu'une faute lui soit reprochée. Peu importait que cette faute soit fondée ou non. L'objectif était d'écarter rapidement et sans bruit tout élément perturbateur. Clémence recoupait ses témoignages avec les documents internes qu'elle pouvait consulter. Dans plusieurs cas, elle découvrit que les décisions de licenciement n'étaient pas motivées par une faute réelle, mais par des notes internes floues, souvent signées par la même direction. Solène Marchand apparaissait régulièrement dans ces dossiers, parfois en tant que signataire direct, parfois en tant que source d'alerte, ayant justifié la mise à l'écart. La stratégie était habile. Aucun document ne contenait de propos diffamatoires. Tout était formulé dans une langue administrative prudente, pesée, irréprochable à première vue. Pourtant, en les lisant à la lumière des témoignages, ces textes prenaient une autre signification. Il ne s'agissait plus de simples décisions de gestion, mais de manœuvres destinées à éliminer toute voix dissidente. Clémence ressentait une pression croissante. Chaque jour, elle redoutait que son double rôle soit découvert. Certains comportements de collègues trahissaient une curiosité soudaine. Une assistante du service informatique lui demanda un jour, sans raison apparente, sur quel fichier elle travaillait. Un autre jour, son badge fut refusé à l'entrée d'une salle pourtant prévue pour sa réunion. On lui présenta cela comme un problème technique, mais l'accumulation de ces incidents ne laissait plus de place au hasard. Le pic de tension fut atteint lorsque son nom apparut dans un échange d'emails internes auquel elle n'était pas censée avoir accès. Par un enchaînement d'erreurs, elle reçut par inadvertance une copie d'un courriel entre deux membres du comité de pilotage. Dans ce message, son nom était mentionné en lien avec des comportements inadaptés et une familiarité inquiétante avec certaines informations sensibles. Les auteurs du message n'avaient pas conscience qu'elle en serait destinataire. Clémence transféra immédiatement ce message à Marianne qui réagit dans l'heure. « Tu es ciblée », lui dit-elle sans détour. « Ce n'est plus une supposition. On essaie de te fragiliser, de préparer le terrain pour une exclusion. » Vincent fut informé immédiatement. Il leur demanda de maintenir le cap, mais avec plus de prudence. Il n'était plus question d'analyser. Il fallait désormais documenter et se préparer à une confrontation. Clémence accepta, mais intérieurement, elle savait que sa marge de manœuvre se réduisait. Elle n'était plus une simple observatrice. Elle devenait une menace pour ceux qui manipulaient les rouages de l'entreprise. À mesure que la tension montait, les sabotages devinrent plus directs. Un matin, elle découvrit que son ordinateur avait été réinitialisé pendant la nuit. Tous ses fichiers avaient disparu. Officiellement, un technicien du service informatique avait procédé à une mise à jour de sécurité. Lorsqu'elle demanda des explications, on lui répondit qu'il s'agissait d'une procédure automatique. Pourtant, aucun autre membre de son équipe n'avait subi cette mise à jour. Elle contacta Vincent en urgence, qui mit à sa disposition un serveur crypté externe pour stocker les données sensibles à l'avenir. Mais cet incident confirma une chose. Ses activités étaient suivies.
Peu de temps après, elle fut convoquée à une réunion de revue de mission par Solène Marchand elle-même. L'invitation était formulée avec politesse, mais le ton était clair. Il s'agissait d'un test. L'entretien se déroula dans un bureau impersonnel, neutre, sans témoin. Solène l'accueillit avec un sourire figé et commença par des questions générales sur le projet LUX, sur ses impressions, ses difficultés éventuelles. Clémence répondit avec précaution, évitant les termes techniques, restant vague sur les contacts extérieurs. Mais très vite, le ton changea. « Vous avez été réceptionniste, n'est-ce pas ?» lança Solène, regard fixe. « C'est assez inhabituel comme parcours pour se retrouver dans un projet stratégique. » Clémence soutint son regard. « Je pense que mon expérience du terrain m'offre une perspective complémentaire. Je connais les rouages internes, même les plus invisibles. »« Justement, » dit Solène en se penchant légèrement. « J'espère que vous ne vous imaginez pas avoir une mission d'audit parallèle. Ce n'est pas ce qu'on attend de vous. » Clémence ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Le message était limpide. À la sortie de cet entretien, elle sentit une boule dans la gorge. Elle n'avait pas craqué, mais elle savait que désormais la surveillance était totale. Elle croisa un collègue dans le couloir qui détourna les yeux. Une autre la salua avec un sourire trop rapide. Elle comprit que sa réputation était en train d'être discrètement minée. Et pourtant, elle tenait. Chaque jour, elle transmettait ses observations à Marianne. Chaque soir, elle reprenait ses notes, recoupait les informations, sécurisait ses fichiers. Elle avait trouvé une méthode, une discipline. Ce n'était pas de la résistance au sens classique, c'était une présence stable, méthodique, enracinée. Vincent, lui, ne lui parlait plus directement. Les communications passaient par Marianne ou par de rares messages codés. Il préparait quelque chose, elle en était certaine. Une action concrète, une réponse à la hauteur de ce qu'ils avaient découvert. Mais il fallait du temps, et pour gagner ce temps, Clémence devait tenir, malgré les sabotages, malgré l'isolement, malgré la peur qui parfois revenait la hanter lorsqu'elle éteignait la lumière de son studio, seule, dans le silence du soir. Elle n'était plus invisible, mais elle n'était pas encore protégée. Le lundi suivant, Clémence entra dans les locaux du projet LUX avec une sensation de bascule imminente. Quelque chose dans l'air semblait avoir changé. Les couloirs étaient plus silencieux que d'habitude, les regards croisés plus fugaces, les conversations plus brèves. Au fil des semaines, la tension avait tissé un fil invisible entre ceux qui savaient, ceux qui soupçonnaient et ceux qui préféraient détourner les yeux. Les pressions qu'elle subissait n'étaient plus des coïncidences ou des maladresses. C'était une stratégie d'asphyxie. Mais ce matin-là, quelque chose d'autre se préparait. À son arrivée, Marianne l'attendait déjà dans une petite salle vitrée au fond du couloir. Elle avait l'air plus concentrée que d'ordinaire. Sans préambule, elle lui tendit un dossier brun épais rempli de documents internes, de relevés de décisions RH, de mails imprimés, de tableaux croisés. Clémence reconnut certains noms, certaines dates, certains événements qu'elle avait déjà analysés. Mais ce qui lui sauta aux yeux cette fois, c'était l'architecture d'ensemble. « On y est », dit Marianne à voix basse. « Ce que tu as vécu n'est pas un épisode isolé. On a identifié plus de 27 cas similaires, tous sur une période de 2 ans. Même méthode, même issue. » Elle ouvrit le dossier à une page marquée. « Voici la liste des employés licenciés sous prétexte de désalignement culturel ou de manque d'adaptabilité. Dans les 3/4 des cas, il n'y avait aucune faute professionnelle claire, et quand on regarde les évaluations précédentes, elles étaient presque toutes excellentes. » Clémence sentit la colère lui remonter à la gorge. Elle se souvenait de certains de ces noms. Des collègues croisés à la réception, des voix qu'elle avait entendues dans l'ascenseur, des visages qu'elle n'avait jamais vraiment regardés, convaincue à l'époque qu'ils partaient simplement pour de meilleures opportunités. Elle s'était trompée. On les avait écartés. « Ce que tu ne sais pas, » reprit Marianne, « c'est que Vincent a commencé à enquêter avant même son malaise. Il avait remarqué des incohérences dans les rapports trimestriels de rotation du personnel, des chiffres trop stables pour être vrais. Il a demandé un audit discret, mais les résultats ne lui ont jamais été remis. On sait maintenant pourquoi ils ont été bloqués par Solène Marchand. » Clémence leva les yeux. « Tu veux dire qu'elle a manipulé les données ?»« Exactement, ou plutôt, elle les a filtrés. Seuls les chiffres favorables étaient transmis. Les départs sensibles, les licenciements abusifs, les ruptures de contrats suspects étaient camouflés derrière des formulations anodines, le tout validé par une chaîne de signatures bien huilée. Marianne lui montra un autre tableau. « Regarde la structure.
Tout converge vers 3 noms: Solène Marchand, Olivier Vérac et Camille Durieux, respectivement directrice des opérations, directeur des ressources humaines et responsable conformité. Ensemble, ils ont monté un mécanisme de contrôle interne à double entrée, officiellement pour fluidifier la culture d'entreprise, en réalité pour purger tout ce qui ne collait pas à leur vision. Clémence comprenait désormais que le projet LUX n'était qu'une brèche dans une structure bien plus solide et perverse qu'elle ne l'avait imaginée. Chaque mesure, chaque pseudo-innovation RH, chaque mot d'ordre sur l'efficacité collective ou la cohérence culturelle servait en fait à renforcer un système d'exclusion ciblé. Et les décisions n'étaient pas improvisées, elles étaient méthodiques, préparées, validées par des documents officiels qui donnaient une apparence de légitimité. « Et moi, dans tout ça ?» demanda-t-elle. Marianne la regarda longuement avant de répondre. « Ton renvoi a été un test. Un test pour voir jusqu'où il pouvait aller sans provoquer de remous. Tu étais perçu comme marginal, sans influence, donc facile à sacrifier. Mais ton retour, aussi discret soit-il, a semé le doute. Certains se sont demandé pourquoi tu étais revenu. D'où les sabotages. Ils ont voulu te pousser dehors avant que tu ne comprennes. Mais tu es resté. » Clémence sentit une étrange fierté monter en elle. Elle avait tenu, malgré tout. Le jour même, Vincent la convoqua dans un bureau sécurisé du 7e étage, accessible par un code qu'il venait de lui transmettre. Lorsqu'elle entra, il était seul, debout, face à une vitre sans teint qui donnait sur une salle de réunion vide. Il tenait un dossier similaire à celui de Marianne. « J'ai lu ton travail. Tu as dépassé toutes les attentes. » Elle ne répondit pas. Elle voulait comprendre ce qu'il avait en tête. Nous avons les preuves. Suffisamment pour exposer ce qu'ils ont fait. Mais si nous les utilisons mal, on se décrédibilise. On nous accusera de vengeance personnelle, de manipulation des données. Ce que je veux, c'est frapper juste. Et pour ça, j'ai besoin de toi. Clémence sentit son cœur s'accélérer. Qu'est-ce que tu attends de moi exactement? Que tu sois le point d'ancrage, la personne qui présentera les faits de manière neutre, factuelle, indiscutable. Ce n'est pas moi qui vais parler, c'est toi. Elle recula légèrement, surprise. Moi? Tu veux dire devant la direction? Oui, lors d'une réunion stratégique que je vais convoquer dans une semaine. Toutes les têtes seront là. Je ne veux pas que ce soit un affrontement, je veux une démonstration, une évidence que personne ne pourra balayer. Clémence sentit le poids de cette responsabilité s'abattre sur elle. Elle n'était pas une oratrice, elle n'avait jamais parlé en public devant un comité exécutif, mais elle comprit aussi que c'était logique. Ce qu'elle avait découvert, ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle avait rassemblé, tout convergeait vers ce moment. Elle n'était plus une pièce périphérique du jeu, elle en était devenue un pivot. « D'accord, dit-elle finalement, je le ferai. » Vincent hocha la tête sans sourire. « Prépare-toi, nous n'aurons pas de chance. » Clémence sortit du bureau avec le dossier serré contre elle. Chaque mot, chaque nom, chaque date qu'elle avait notée allait bientôt être exposée au grand jour. Et cette fois, il n'y aurait ni retour possible, ni silence confortable. Tout ce qu'elle avait vécu jusqu'ici l'avait menée à cette confrontation. Et elle comptait bien la mener jusqu'au bout. Clémence passa les 6 jours suivants dans un état de concentration absolue. Dès l'aube, elle se levait pour relire les documents, organiser ses notes, structurer ses propos. Chaque détail devait être exact, chaque donnée étayée, chaque mot pesé. Ce n'était pas un simple exposé, c'était une démonstration stratégique, un renversement du discours officiel par la seule force des faits. Elle savait qu'en face, les figures les plus puissantes de l'entreprise seraient présentes. Elle savait aussi qu'un seul faux pas pouvait ruiner non seulement sa crédibilité, mais aussi celle de Vincent, de Marianne et de tous ceux qui avaient contribué à rassembler les preuves. Elle ne dormit presque pas la veille de la réunion. Élise la vit passer d'un tableau à un autre, d'un rapport à une page manuscrite, les yeux rougis par la fatigue mais le regard déterminé. Elle ne lui posa aucune question. Depuis quelque temps déjà, elle avait compris que sa sœur se battait pour quelque chose de bien plus grand que ce qu'elle avait osé imaginer. Le matin du jour J, Clémence enfila un tailleur noir sans fioriture, releva ses cheveux avec soin et glissa dans sa sacoche les documents imprimés ainsi qu'une clé USB contenant les éléments numériques les plus sensibles. Elle quitta Montreuil à 7h30, le métro encore peu chargé, et arriva au siège à 8h10 précise. La réunion avait lieu à 9h, au 10e étage, dans une salle spécialement aménagée pour les grandes présentations stratégiques.
La table ovale, massive, brillait sous les spots encastrés. Les fauteuils en cuir étaient alignés avec une précision presque militaire. Un projecteur avait été installé, relié à un ordinateur que Marianne avait préparé la veille. Vincent arriva à 8h45, accompagné de 2 membres neutres du comité éthique qu'il avait volontairement intégrés à l'audience pour garantir une impartialité apparente. À 8h55, Solène Marchand entra suivie de Camille Durieux et Olivier Vérac. Aucun ne salua Clémence. Tous 3 s'installèrent à la droite de la table, sortant leurs carnets et leurs téléphones, prêts à démonter chaque mot qu'ils jugeraient excessif. À 9h précises, Vincent ouvrit la séance. « Merci à tous d'être là. Aujourd'hui, nous allons examiner les premiers résultats du projet LUX, mais ce ne sera pas un rapport ordinaire. Il s'agit d'une restitution particulière basée sur des analyses croisées, des observations de terrain et des données internes. C'est Clémence Moreau qui va vous en présenter les conclusions. » Un silence s'installa, à la fois surpris et sceptique. Plusieurs membres échangèrent des regards. Une ex-réceptionniste, désormais chargée de porter une synthèse stratégique? Le mépris, pour certains, était palpable, mais Clémence n'en montra rien. Elle se leva, alluma le projecteur et lança la présentation. Le premier slide s'afficha. Structure invisible, mécanisme de mise à l'écart dans la culture d'entreprise. Elle commença d'une voix posée, sans lire ses notes. Elle retraça l'historique du projet LUX, les objectifs initiaux, les premières observations. Puis, lentement, elle introduisit les cas, d'abord anonymisés, puis progressivement identifiés. Des employés ayant tous été écartés pour des motifs flous, souvent après avoir signalé un dysfonctionnement ou contesté une décision. Elle montra les schémas, les emails, les dates. Elle cita les extraits de rapports d'évaluation, les phrases clés répétées dans les lettres de licenciement, les incohérences entre les motifs invoqués et les performances mesurées. Dans la majorité des cas analysés, dit-elle en tournant une page, la cause officielle du départ ne correspondait pas à la trajectoire professionnelle de l'employé. L'analyse des métadonnées prouve que des rapports ont été modifiés après leur validation initiale. Et dans au moins 5 cas, les signatures ont été apposées sans consentement vérifié. Un murmure traversa la salle. Clémence sentit les regards changer, certains passaient de la condescendance à l'attention. D'autres affichaient un agacement évident. Olivier Vérac croisa les bras, visiblement irrité. Camille Durieux fixait l'écran sans bouger. Solène, elle, gardait un masque impassible. Clémence poursuivit. Elle passa au croisement des données RH et des décisions stratégiques. Elle démontra que certains départs avaient été organisés en amont de leur soi-disant justification. Elle cita le cas d'un chef de projet remercié, une semaine après avoir proposé une réorganisation qui contredisait les intérêts d'une division soutenue par Solène Marchand. Le rapport de performance de cet employé, signé 2 semaines plus tôt, le qualifiait pourtant de modèle de stabilité et d'initiative. Puis elle aborda son propre cas. Calmement, sans émotion, elle présenta les faits. Le retard d'un jour, le licenciement immédiat, les éléments absents de son dossier. Le lien entre cette décision et les autres cas similaires. Elle afficha la liste des 27 noms identifiés, les dates de départ, les justifications officielles. Et enfin, elle termina par les commentaires récupérés sur l'intranet, ceux qui parlaient de l'homme de la rue, de la menace revenue, de la nécessité de stabiliser la direction. Silence. Long, tendu, presque physique. Puis, Vincent reprit la parole. « Ce que vous venez de voir n'est pas une attaque. C'est une photographie d'une réalité que nous avons laissée s'installer, par négligence, par calcul ou par indifférence. Aujourd'hui, nous devons décider ce que nous voulons en faire. Mais avant que quiconque ne réponde, Clémence, toujours debout, ajouta « Ce que j'ai présenté n'est pas une vérité absolue. Ce sont des faits, croisés, vérifiables. Je ne suis ni juge ni experte, mais j'ai vu, j'ai entendu et j'ai vécu. Ce que je demande, ce n'est pas une sanction, c'est une remise en question. Réelle, structurée et surtout transparente. » Elle s'arrêta. Personne ne parla immédiatement. Certains membres consultaient leurs notes, d'autres regardaient Vincent. Camille Durieux, d'un ton froid, demanda la mise à disposition de tous les documents présentés. Solène ne dit rien. Elle rangea ses affaires avec lenteur, puis déclara « Je prendrai la parole en temps voulu ». Et elle quitta la salle sans un regard pour Clémence. La réunion fut levée dans la demi-heure. Vincent la remercia d'un signe de tête discret.
Clémence sortit sans parler à personne, traversa les couloirs jusqu'à l'ascenseur, puis descendit les 10 étages en silence. Lorsqu'elle sortit sur le parvis, l'air frais de la fin de matinée lui sembla étrangement léger. Elle ne savait pas encore ce qui allait suivre, mais une chose était sûre, plus rien ne serait comme avant. Les jours qui suivirent la réunion furent marqués par un silence tendu dans les couloirs de l'entreprise. Aucun communiqué officiel ne fut diffusé. Aucun retour direct ne fut adressé à Clémence. Pourtant, quelque chose dans les comportements, dans les gestes et dans les non-dits témoignait d'un changement profond. Les regards n'étaient plus les mêmes. On ne la fixait plus avec condescendance ou méfiance, mais avec cette forme d'hésitation propre à ceux qui se savent en présence d'une personne qui a brisé un équilibre. Certains collègues l'évitaient ostensiblement. D'autres, au contraire, venaient à la saluer brièvement, sans mots, comme pour signifier un soutien discret mais sincère. Vincent lui avait demandé de prendre quelques jours, de se retirer un instant, de laisser les échos de la réunion s'installer. Clémence accepta sans discuter. Elle en avait besoin. Son corps était épuisé, son esprit saturé. Elle retourna à Montreuil, reprit un rythme plus lent, se leva tard, cuisina pour Élise, marcha dans les rues du quartier. Ce qu'elle avait fait l'avait changé. Elle le savait. Mais ce qu'elle allait faire ensuite n'était pas encore décidé. Au bout de 5 jours, Vincent l'invita à déjeuner dans un petit restaurant discret du 11e arrondissement. Ils s'installèrent en terrasse, loin du tumulte du centre, protégés du monde derrière une haie de plantes grimpantes. Il ne parla pas tout de suite. Il la regarda avec attention, comme s'il cherchait à percevoir ce qui avait changé en elle. Puis, doucement, il posa la question qu'elle savait inévitable. « Que veux-tu faire maintenant, Clémence ?» Elle prit une longue inspiration. Depuis plusieurs nuits, cette question la hantait. Revenir dans l'entreprise, intégrer officiellement un département, continuer à travailler sur le projet LUX, mais cette fois en tant que responsable. Elle savait que toutes ces options étaient possibles. Elle savait aussi que Vincent, fidèle à sa parole, n'interviendrait pas. Il lui laissait le choix. Mais au lieu de répondre immédiatement, elle posa ses couverts, croisa les mains sur la table et leva les yeux vers lui. « Je ne veux pas rester ici, » dit-elle avec calme. « Pas dans cette structure, pas dans cet environnement. Ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, je ne peux pas l'oublier. Et je ne veux pas devenir celle qui fait semblant d'y croire à nouveau, même si tu fais le ménage, même si tu changes les visages. Ce système est trop abîmé. » Vincent hocha lentement la tête, sans la moindre trace de surprise. « Et donc, tu veux tout quitter ?»« Non, je veux construire autre chose, à côté, en dehors. Pas pour m'opposer, mais pour créer. Je veux lancer un projet à moi, un espace de soutien, de conseil, de formation, pour ceux qu'on n'écoute pas, ceux qu'on écarte sans bruit, ceux qui, comme moi, un jour, ont été jetés sans explication. » Elle parlait avec une voix posée, presque douce, mais chaque mot était ancré dans une conviction profonde. Elle n'avait plus peur. Ce qu'elle proposait n'était pas une vengeance, ni une revanche. C'était un prolongement, une réponse lucide, ancrée dans l'expérience. Vincent ne répondit pas tout de suite. Il la fixa avec une intensité particulière, comme s'il mesurait l'ampleur de sa décision. Puis il prit une gorgée d'eau, reposa son verre et demanda simplement « Tu as déjà réfléchi à la structure? Aux moyens? Aux partenaires ?» Clémence sortit de son sac une chemise cartonnée. À l'intérieur, un document de 20 pages, titre en haut « Projet Connexion ». En dessous, un sous-titre « Pour ceux que le système a rendus invisibles ». J'ai commencé à y travailler il y a 2 semaines, avoua-t-elle. Je ne savais pas encore si j'allais le faire, mais j'avais besoin de poser mes idées. Elle lui tendit le dossier. Vincent le parcourut silencieusement pendant plusieurs minutes. Les volets étaient clairs. Un réseau d'intervenants extérieurs, un système d'écoute et de médiation, des ateliers d'expression et d'affirmation professionnelle, des accompagnements personnalisés pour les travailleurs marginalisés. Ce n'était pas un simple centre de soutien. C'était un projet structuré, méthodique, pensé pour durer. Quand il releva les yeux, il ne dit pas un mot pendant un long moment, puis il déclara « Tu ne me dois rien, et je ne te propose pas ça pour effacer une dette. Je te le propose parce que je crois que ce que tu veux faire est juste, est nécessaire. Si tu veux, je peux financer les 6 premiers mois, sans contrepartie. Juste comme appui initial. » Clémence resta immobile, la gorge serrée. Elle ne s'attendait pas à une proposition aussi directe. Elle avait imaginé devoir chercher des aides,
convaincre des investisseurs, lutter encore pour prouver que son idée valait quelque chose. Et voilà que l'opportunité se présentait, là, simple, sans condition. « Ce n'est pas de la charité ?» demanda-t-elle, mi-sérieuse, mi-méfiance. Vincent secoua la tête. C'est une manière de reconnaître une chose. Parfois, ceux qu'on pensait être des pièces secondaires sont ceux qui voient le plus clair. Tu as vu ce que je n'avais pas voulu voir. Tu as dit ce que je n'ai pas eu le courage de dire moi-même. Ce projet, c'est le tien. Mais s'il peut exister grâce à mon soutien, alors il aura déjà plus de sens que bien des initiatives que j'ai financées par le passé. Clémence sourit, sans euphorie, juste une reconnaissance silencieuse. Alors d'accord, dit-elle, mais c'est moi qui choisirai l'équipe, les lieux, le rythme et les règles. Bien sûr, répondit-il. Ils terminèrent le déjeuner sans évoquer d'autres détails. Ce n'était pas le moment de formaliser. C'était le moment de valider un engagement, une orientation, une direction. Le soir même, Clémence envoya un message à Marianne. Elle la remercia pour sa confiance, son aide, sa patience, et lui expliqua qu'elle quittait définitivement le projet LUX. Marianne répondit sobrement « Tu fais le bon choix, je viendrai visiter quand tu ouvriras. » Clémence se coucha ce soir-là sans doute ni angoisse. Elle ne savait pas encore combien de difficultés l'attendaient, mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas enfermée dans un rôle qu'on lui avait imposé. Elle avait choisi, par elle-même, et ce choix avait une direction. Les semaines qui suivirent la décision de Clémence furent marquées par une effervescence nouvelle dans sa vie. Ce qui n'était jusque-là qu'un projet théorique prit une consistance concrète. Elle consacra chaque jour à l'élaboration des fondations de ce qu'elle avait baptisé sobrement « Connexion ». Elle déposa les statuts d'une association, loi de 1901, chercha un local à Montreuil même, loin des tours vitrées de la Défense, dans un quartier modeste mais vivant, accessible, et surtout en lien direct avec la population qu'elle voulait atteindre. Son objectif était clair, offrir un espace à ceux qui avaient été écartés du monde professionnel, non pour incompétence, mais pour des raisons systémiques, sociales, humaines, souvent invisibles sur les bilans, mais écrasantes dans la réalité. Le financement initial promis par Vincent arriva rapidement, sans formalisme excessif, accompagné d'un mot manuscrit sobre, « Fais ce que nous avons oublié de faire ». Elle l'encaissa sur un compte dédié, refusa toute communication sur le sujet et avertit d'emblée qu'aucun logo de l'entreprise de Vincent n'apparaîtrait sur ses supports. Elle voulait son autonomie, elle voulait sa crédibilité, et elle savait que cette indépendance était sa force. Elle recruta rapidement 2 personnes pour l'aider dans les premières étapes. Djeneba, une ancienne médiatrice sociale reconvertie dans l'accompagnement professionnel, et Noureddine, un graphiste en reconversion, passionné par la pédagogie visuelle. Ensemble, ils transformèrent un ancien local commercial abandonné en espace lumineux, chaleureux, modulable, fait de matériaux simples mais accueillants. Pas de bureaux cloisonnés, pas de hiérarchie rigide, mais des zones de parole, des tables de travail partagées, des bibliothèques ouvertes. Clémence refusa toute inauguration officielle. Le centre ouvrit un lundi matin à 9 h, sans ruban à couper, sans discours, sans projecteur. La première personne à franchir la porte était un homme d'une 50aine d'années, ancien chauffeur poids lourd, mis au chômage 2 ans plus tôt, après un accident, et incapable de retrouver un emploi stable. Il croyait venir chercher un formulaire. Il resta 3 heures. Le lendemain, il revint, et bientôt d'autres arrivèrent, par bouche à oreille, par un flyer déposé dans une épicerie, par une amie d'amis. Le local ne désemplissait plus. Clémence ne tenait pas de statistiques. Elle ne cherchait pas à prouver une efficacité chiffrée. Son indicateur à elle, c'était la durée des échanges, le fait qu'une personne entre, s'assoit, parle, écoute, demande, puis revienne. Qu'elle reparte avec une idée, une piste, une lueur dans le regard, et surtout qu'elle ne reparte pas seule. Chaque jour, elle écoutait des récits de ruptures silencieuses, de maltraitances insidieuses, d'effacements progressifs, des femmes et des hommes qui avaient été rejetés parce qu'ils n'entraient plus dans le moule, parce qu'ils doutaient, parce qu'ils avaient parlé au mauvais moment, parce qu'ils n'avaient pas le bon âge, le bon nom, le bon code. Elle ne leur promettait pas de solution miracle. Elle leur offrait un lieu, un temps, une reconnaissance. Parallèlement, elle mit en place des ateliers hebdomadaires animés par des intervenants extérieurs, prise de parole,
rédaction de CV non standardisés, simulation d'entretien, mais aussi séances d'écriture, de théâtre social, de cartographie des parcours. Pas pour produire des candidats idéaux, mais pour redonner aux personnes la maîtrise de leur récit. Ne plus être l'ex-employé de le sans-emploi, la mère isolée, mais redevenir sujet, acteur, narrateur. Elle reçut un jour un courrier officiel de la mairie, proposant une subvention. Elle répondit poliment qu'elle préférait rester hors des circuits institutionnels dans un premier temps, non par défi, mais par souci de cohérence. Elle ne voulait pas dépendre de calendriers électoraux, de lignes budgétaires volatiles. Elle voulait bâtir lentement, solidement, en lien direct avec les besoins du terrain. Vincent passa la voir un mois après l'ouverture. Il ne prévint pas. Il entra discrètement, observa les lieux, salua Djeneba et Noureddine, puis s'assit à une table, en attendant que Clémence soit disponible. Elle termina l'entretien qu'elle menait avec une jeune femme victime d'un burn-out sévère et vint le rejoindre. « Tu n'as pas changé de décor », remarqua-t-il en souriant. « Toujours sans bureau, sans cloison. »« Ce n'est pas moi le centre ici, » répondit-elle. « Je ne veux pas de distance. » Il hocha la tête, visiblement touché. Ils restèrent un moment à échanger sur le fonctionnement du lieu. Vincent proposa de mettre en relation Clémence avec d'autres structures en France qui œuvraient dans la même direction. Elle accepta l'idée, mais à condition que cela passe par un partage d'expériences et non par une logique de réseau officiel. Elle avait vu trop de projets mourir étouffés par les démarches administratives. Avant de partir, Vincent la fixa un instant et lui dit, sans détour, « Tu as créé ce que j'aurais voulu faire, et je n'ai pas su. Je pensais qu'on pouvait réparer de l'intérieur. Mais parfois, il faut créer à côté, en parallèle. Tu l'as compris avant moi. » Clémence ne répondit pas. Elle savait que les mots les plus sincères étaient souvent les plus simples. Les semaines devinrent des mois. Le centre s'ancra dans le quartier. Des enseignants commencèrent à envoyer des jeunes en décrochage pour des sessions d'écoute. Des entreprises locales proposèrent de participer à des ateliers de recrutement inversé, où les candidats choisissaient les recruteurs selon des critères humains. Une directrice d'école invita Clémence à venir parler devant une classe de terminale. Elle accepta. Et ce jour-là, en montant sur l'estrade, elle repensa à son propre parcours, à la réception, au silence, à l'oubli et à la pluie du matin où tout avait commencé. Rien de ce qu'elle avait vécu n'avait été inutile. Chaque humiliation, chaque injustice, chaque geste de courage, chaque silence brisé avait été un maillon. Et maintenant, ce lieu en était l'aboutissement. Un lieu sans hiérarchie, sans costume obligatoire, sans badge, juste des gens qui écoutent et qui croient à la possibilité de recommencer. Le programme de l'après-midi avait été aménagé avec soin. Dans une salle de réunion de l'école publique du quartier, les chaises pour les élèves étaient alignées, l'écran de projection installé, une table recouverte de quelques affiches réalisées par les participants du centre Connexion. Clémence Moreau arriva sur les lieux 20 minutes avant le début annoncé, le dossier léger, la veste déposée dans le couloir. Elle prit une inspiration profonde, jeta un coup d'œil au vitrage laissant filtrer la lumière de fin d'après-midi et s'installa sur une chaise au fond de la salle. Autour d'elle, quelques enseignants s'affairaient, un micro posé sur un pupitre, des bouteilles d'eau sur la table. Elle avait accepté cette invitation en tant qu'intervenante invitée, non pour parler en tant que professionnelle ou les expertes, mais en tant que témoin, témoin de son propre parcours, témoin de ceux qu'on n'entend pas assez. Lorsque les élèves de terminale arrivèrent, une trentaine environ, ils prirent place. Certains portaient des vestes, d'autres des sweats, l'ambiance était celle d'un après-midi ordinaire de fin d'année. L'enseignant fit les présentations, puis invita Clémence à se lever. Elle avança vers le pupitre, posa ses mains, attendit un instant, mesura le silence dans la salle. Elle ne commença pas tout de suite par son histoire personnelle. Elle invoqua plutôt une question simple. Que signifie être visible dans un espace de travail ? Le silence se fit plus dense. Elle expliqua que, pour elle, la visibilité n'avait jamais été un privilège, mais une menace. Elle raconta comment, après la mort de ses parents, elle avait pris la responsabilité de sa sœur adolescente, comment elle avait travaillé comme réceptionniste, invisible dans un monde qui ne s'arrêtait pas pour elle. Elle décrivit cette journée pluvieuse à Montreuil, le retard pour la première fois dans sa vie professionnelle, et l'homme blessé sur le trottoir. Elle ne s'étendit pas sur les détails sensationnels. Elle décrivit plutôt les émotions, la répétition silencieuse.
la peur de disparaître, puis le renversement. Elle parla de l'invitation inattendue, de l'accompagnement de Vincent Lefebvre, du projet Luxe. Mais surtout, elle parla de ce qu'elle avait découvert. Un système qui, sous couvert de modernité, éliminait ceux qui n'étaient pas alignés avec les codes invisibles. Elle parla de la colère qu'elle avait ressentie, de la peur de l'isolement, puis de la décision de ne plus subir. Elle ne chercha pas à donner des réponses faciles. Elle proposa plutôt des pistes de réflexion, le courage de poser la question « Pourquoi moi ?» quand tout semble devoir rester comme avant. La responsabilité de comprendre que son parcours, ses impressions, ses ressentis peuvent devenir matière à transformation. Elle invita les élèves à écouter eux-mêmes avant d'écouter les autres, à construire un récit personnel qui ne serait pas dicté par la peur d'être jugé. Les questions furent ouvertes. Des mains se levèrent. Une jeune fille demanda comment elle avait trouvé l'énergie de continuer après le licenciement. Clémence répondit simplement que l'énergie venait quand on comprend qu'on n'a plus rien à perdre. Un autre demanda si elle craignait les représailles. Elle admit qu'elle les craignait toujours, mais que l'engagement devenait plus fort que la peur quand on ressent qu'on a une voix. À la fin, elle dit « Vous êtes les héritiers d'un monde que je n'ai pas choisi, mais vous avez la capacité de le transformer. » La salle applaudit. Ce n'était pas un ton dramatique, mais un ton juste. Elle redescendit de l'estrade, les jeunes se dirigèrent vers elle, certains pour un mot, un sourire, une hésitation. Elle se prêta à ce moment, chaque geste simple, chaque mot mesuré. Elle ne cherchait pas à inspirer par l'extraordinaire, mais à ouvrir une porte. De retour dans son local de Montreuil ce soir-là, elle retrouva sa sœur Élise. Cela faisait plusieurs mois maintenant qu'Élise avait repris confiance. Elle parlait d'université, d'études, mais aussi d'engagement. Elles burent un thé ensemble sur la table de cuisine, dans l'appartement aux murs simples, aux photos familiales. Clémence regarda sa sœur et réalisa l'écart. Le saut n'était pas seulement professionnel, il était identitaire. Elle avait cessé d'être celle qui surveille et était devenue celle qui répond. Elle avait construit un lieu, connexion, un espace de reconnaissance. Elle avait déclenché un mouvement, modeste mais tangible. Dans les semaines qui suivirent, la réputation du centre s'étendit doucement. Des entreprises locales demandèrent d'organiser des journées d'ateliers pour leurs employés. Des jeunes du lycée revinrent vers Clémence pour dire qu'ils avaient parlé de l'intervention à leurs parents, qu'ils avaient compris que visibilité ne signifiait pas forcément reconnaissance, mais que voix signifiait choix. Un ancien participant, en reconversion, promit de devenir relais dans un autre arrondissement. Ces signes, petits mais consistants, formèrent pour Clémence quelque chose de plus fort. La compréhension que l'impact ne se mesure pas seulement par les chiffres, mais par les histoires tentées d'être racontées, par les silences transformés en paroles. Assise un soir près de la fenêtre ouverte sur Montreuil, elle contempla les toits mouillés de la ville, le ciel sombre mais lumineux à sa façon. Elle pensa à l'homme qu'elle avait aidé sur le trottoir. Elle pensa à Vincent, à la directrice qu'elle avait affrontée, aux documents subtils révélés. Mais ce qui dominait, c'était la petite salle d'école, les chaises alignées, les visages silencieux des jeunes qui avaient écouté, et le fait simple que cette intervention, ce choix de raconter, avait créé un changement qui ne s'arrêterait pas avec elle. Le monde ne serait pas chamboulé demain matin, mais il avait déjà commencé à bouger doucement. Elle songea qu'elle avait été licenciée pour avoir agi, et que cette licence, paradoxalement, avait transformé sa vie. Elle sourit en repensant à sa promesse silencieuse faite à elle. Élise s'endormit près d'elle, paisible. Clémence observa les lettres de cette promesse, dessinées dans le temps, dans les choix, dans la détermination. Elle regarda l'écran de son téléphone. Les messages de remerciement d'une participante, une ancienne employée exclue, d'un étudiant qui avait repris confiance, d'un partenaire local. Elle comprit que les histoires individuelles s'unissaient, formaient un mouvement discret mais durable. Et dans ce moment de calme, elle pensa que son propre départ de l'entreprise n'avait pas seulement libéré une partie d'elle-même, mais ouvert une voie pour d'autres. Elle avait été invisible, puis observatrice, puis actrice. Maintenant, elle regardait devant elle. L'avenir n'était pas écrit, mais il était possible. Pour elle, pour sa sœur, pour tous ceux qu'on avait rendus silencieux. Le rideau ne tombait pas. Il se levait sur autre chose. Les 13 parties de cette histoire venaient de s'achever. Clémence savait que le chemin continuerait.
Et pour la première fois, elle n'avait plus peur de marcher.